Édouard, nous sommes de retour à Paris pour le rythme normal du courrier et nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro de Chaos Global, le journal télévisé du courrier des stratèges où nous vous expliquons l'important à déchiffrer dans l'actualité. Alors, il y a une actualité très chargée en ce moment, il y a une accélération de l'histoire. Actualité importante mais aussi urgente, parfois urgente, pas importante. Mais tout ça se bouscule. Rendez-vous sur notre chaîne Telegram, restez libre, vous voyez son nom apparaître en dessous de nos visages. Nous y diffusons de l'information gratuite en continu qui peut vous aider. Nos signaux faibles habituels parce que nous n'avons plus le temps de tout suivre et vous êtes très exigeants, on s'en félicite. On va quand même parler d'un certain nombre de sujets. Nous allons parler d'actualité, de politique intérieure. Je vais évidemment vous parler des économies que Bruno Le Maire a annoncé hier. On va dire quelques mots de Fabrice Leggeri qui va être numéro 3 de la liste RN aux élections européennes. Et puis nous allons aussi vous parler d'actualité internationale. Ne nous en veuillez pas si on ne balaye pas tout précisément. Vous savez que nous tenons en 30 minutes et vous savez que je fais taire Édouard. Alors on me dit mais laissez parler votre invité régulièrement. Mais donc je le tiens. Mais on va quand même commencer par Édouard. La bataille d'Avdiivka, alors la victoire de Poutine en Ukraine. Plein de journaux, le cartel des médias subventionnés nous a expliqué que c'était une victoire uniquement symbolique sans impact militaire. Et on a quand même vu fleurir un certain nombre d'articles qui nous disent que l'armée ukrainienne est à court d'hommes et de munitions parce que les États-Unis bloquent les fonds. On a entendu Emmanuel Macron annoncer 3 milliards français pour l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il faut penser de cet impact de la bataille d'Avdiivka? Est-ce que c'est la fin des haricots pour Zelensky ou est-ce que c'est, comme le dit le cartel de la presse subventionnée, mention spéciale au Point, qui est un superbe organe de propagande de la CIA. Champion des champions. Vraiment excellent. Si vous voulez savoir ce que pense la CIA, lisez le Point. Est-ce qu'il faut suivre ce que dit le Point et se dire que c'est juste une bataille symbolique sans impact militaire? On a dit ça sur la bataille de Mariupol, il y a plus d'un an. On a dit ça sur Bakhmout au printemps. On dit ça maintenant sur Avdiivka. C'est la façon de minimiser à chaque fois une défaite ukrainienne réelle. Elle était prévisible depuis 2 mois. Et on sait que l'un des motifs de la dispute entre Zelensky, le président ukrainien, et Zaloujny, qui était le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, c'était précisément que Zaloujny voulait retirer les troupes d'Avdiivka parce qu'il savait que la bataille serait inéluctablement perdue. Zelensky, le politique, l'a emporté sur le militaire et il a eu une espèce de réflexe de Stalingrad, j'allais dire, c'est-à-dire alors même que les généraux disent il faudrait se retirer, non, le chef politique dit on reste et on tient. C'est symbolique, voilà ce qui était symbolique. Et l'armée russe a fini d'encercler effectivement à la fin de la semaine dernière l'armée ukrainienne. Alors Avdiivka, ça n'est qu'une bataille sur le front. Je rappelle que le front, il fait plus de 1000 km de long. C'est comme si on allait, en gros... de Paris à Nice. De Paris à Nice. Il faut se rendre compte de ce que c'est que l'étendue de la bataille. Et sur plusieurs points de la bataille, en particulier au nord, en direction de Kharkov, les troupes russes, depuis 3 semaines, ont des gains qui ne sont pas spectaculaires, mais qui sont réels. Je rappelle la façon de se battre de l'armée russe qui veut absolument éviter trop de pertes humaines. Donc, l'armée russe prend son temps et ce qu'elle fait tous les jours, c'est grignoter du terrain et toutes les nuits, c'est détruire systématiquement, grâce à des missiles de précision, les arsenaux, les stocks d'armes livrés par l'Occident. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Zelensky redemande toujours de nouvelles armes et là, les Américains ont dit que pour l'instant, ils ne donnaient rien de plus. Ils voudraient que ce soit les Européens qui payent. Concrètement, ça fait plusieurs mois qu'on annonce ce que tu annonces, d'ailleurs la défaite ukrainienne et l'imminence de cette défaite d'une certaine façon. Tu nous avais dit que effectivement l'horizon 2024, la perspective des élections présidentielles en Russie notamment et américaines en fin d'année
pouvait servir de calendrier idéal pour une sortie négociée de cette guerre. Est-ce que tu penses que militairement, les Ukrainiens sont en train de s'effondrer ? Oui, alors je recommande un très bon livre, celui de Jacques Beau, L'art de la guerre russe, qui explique très bien que nous occidentaux, il est suisse, nous occidentaux, nous sommes focalisés sur la bataille qui va gagner, qui va tout faire changer. Que la stratégie russe, elle est beaucoup plus complexe et dans le temps et diluée. Voilà, et que les Russes, ils regardent l'ensemble des fronts, aussi le front économique. Dans son entretien avec Tucker Carlson, Poutine a insisté sur l'affaiblissement du dollar, et on comprend bien que ça fait partie des calculs russes. Et puis, ce que nous disons au courrier depuis la fin février 2022, c'est les Russes ont l'arme hypersonique et donc ils n'ont pas besoin de se presser, en tout cas pendant les 2-3 ans qui viennent, ils n'avaient pas besoin d'accélérer. Emmanuel Todd, dans son livre récent, souligne qu'il y a quand même une horloge démographique, que des classes creuses arrivent à partir de 2027-28 et que donc ça donne un horizon pour la bataille. Il semble malgré tout que l'armée ukrainienne soit à bout, qu'il soit très difficile de recruter à nouveau, les recrues sont mal formées, il y a surtout un manque criant d'officiers dans l'armée ukrainienne, parce que n'oublions pas que c'est une guerre où des deux côtés on se bat très courageusement et les officiers ukrainiens, beaucoup sont morts au combat. Donc il y a un manque d'encadrement que l'OTAN ou des conseillers militaires américains ne peuvent pas pallier. Voilà pourquoi il est raisonnable de penser qu'entre la probable réélection de Vladimir Poutine en mars et l'élection présidentielle américaine, on arrive à une sorte de dénouement. Moi, j'imagine que l'administration Biden ne voudra pas se présenter aux élections de novembre avec encore la guerre d'Ukraine à régler, sauf à vouloir faire gagner l'adversaire. Non, évidemment, on ne peut pas parler, tu t'en doutes, Édouard, on ne peut pas parler de l'Ukraine et de la Russie sans parler de la mort d'Alexandre Navalny, d'Alexis d'ailleurs, je crois, Alexis Navalny, que tu vas nous présenter, et qui a été fortement discuté à la conférence sur la sécurité de Munich, dont on va aussi dire quelques mots, puisqu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui une espèce de nœud gordien autour de cette relation entre l'Occident et la Russie, qui est au cœur des enjeux de l'Occident lui-même. Alors, la mort de Navalny d'abord. Alors, on ne sait pas grand-chose. Elle a été annoncée effectivement à quelques heures avant la conférence de Munich, et elle a causé un choc là-bas, d'autant plus que la femme de Navalny, aujourd'hui sa veuve, était prévue comme oratrice, puisque Navalny a une fondation qui représente ses intérêts en Europe de l'Ouest. Donc effectivement, ça fait partie de ces éléments sur le régime russe, hein, et c'est pas parce que nous, au courrier des stratèges, nous parlons d'équilibre des puissances, parce que nous pensons que c'est mieux pour les libertés, pour nos libertés, ça ne veut pas dire que nous approuvons ce qui se passe dans les différents pays dont nous parlons. Nous n'avons jamais fait l'apologie du régime chinois, et nous ne ferons jamais l'apologie du régime russe. Poutine n'est pas un grand tendre. Non, mais quel chef d'État aujourd'hui l'est ? Je veux dire, on prend Xi Jinping, on prend le régime iranien, mais on prend aussi les chefs d'État occidentaux, et ce ne sont pas non plus de grands tendres. Donc, effectivement, il y a eu cette nouvelle choc. Alors, la difficulté pour l'Occident, les Américains, les Européens aimeraient bien exploiter ça, parce qu'ils pensent toujours à déstabiliser Poutine en vue des élections. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement pour eux, Navalny n'était pas une figure très populaire en Russie. C'est quelqu'un qui est populaire dans une partie des élites urbaines, et en particulier des grandes villes. On parlerait des bobos chez nous, mais au-delà de ça, dans la Russie profonde, ça ne va rien changer. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup d'émotions à la conférence de Munich, mais qu'ensuite, dès samedi et dimanche, on n'en parlait plus. C'est un peu le Glucksmann russe. On ne va pas souhaiter de malheur à Glucksmann. Et concrètement, donc, on sait que cette mort qui tombait quand même très mal, quelles que soient les raisons de ce décès, même si certains, dont je suis
pense quand même que le gouvernement russe a au minimum fait preuve de manque de précaution vis-à-vis de lui, pour ne pas dire plus peut-être, mais cette mort tombe très mal, et dans la pratique, elle a quand même beaucoup alimenté les conversations et les volontés de répression contre la Russie à la conférence de Munich. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots en quoi consiste cette conférence de Munich, parce que je ne sais pas si tout le monde sait bien de quoi il s'agit. Alors, la conférence sur la sécurité de Munich a lieu depuis plusieurs décennies, et c'est un endroit où, avant la fin de la guerre froide, c'est là qu'on avait des rencontres en fait qui permettaient de garder un contact avec l'Est, et depuis lors, c'est une conférence qui est censée s'occuper de la gouvernance mondiale sur le plan militaire. Sauf que depuis quelques années, il y a de moins en moins de participants d'autres zones du monde. Il y avait encore cette fois-ci le ministre des Affaires étrangères chinois qui était là, donc c'est pas négligeable, mais c'était quand même cette fois-ci une conférence très occidentale, très otanienne. Il y a eu d'ailleurs un énorme débat dans les coulisses entre les Européens et les Américains sur la question du gel des actifs russes. Je pense qu'on peut en parler un peu parce que c'est un problème fondamental. On rappelle que dans le cadre des sanctions, les Américains et les Européens ont gelé les actifs, les avoirs russes dans les banques nord-américaines et européennes, de l'Union européenne. La grande question, c'est de savoir si on passe du gel des actifs à leur confiscation définitive et la réutilisation des fonds. On sait que même en temps de guerre, normalement, ça ne se fait pas. Sauf que là, les Américains et les Européens, nous l'avons dit, ont des problèmes de financement de l'Ukraine. Il n'y a plus assez d'argent, ou le Congrès des États-Unis ne veut plus voter de financement. Et donc les Américains mettent une pression maximale sur les Européens en disant, puisque le gros des fonds est en Europe, et en particulier dans le cadre des accords de clearing, je crois dans des instituts financiers belges. Et donc ils disent, voilà, ça y est, vous avez de quoi financer l'Ukraine, vous avez 190 milliards, en gros, c'est presque 200 milliards. Et les Européens disent non, pourquoi ? Parce que si jamais on fait ça, c'est mortel pour l'euro. Puisqu'à ce moment-là, il y aura une perte de confiance généralisée dans les placements en Europe, puisque c'est une violation des droits de la propriété privée. Voilà. Et alors, les Américains ont l'air de s'asseoir sur de telles considérations, surtout que le gros de cet argent n'est pas chez eux, et puis parce qu'ils se disent sans doute que si l'euro entre en turbulence, c'est bon pour le dollar, qui par ailleurs est fragilisé. Voilà où on en est, il va falloir suivre cette affaire-là de très près, et connaissant la capacité de résistance des Européens aux pressions américaines, on peut craindre le pire pour l'euro. Concrètement, est-ce que ça signifie quand même que nous entrons dans une période extrêmement discutée sur les finances publiques, puisqu'on a vu que Donald Trump a expliqué que les Européens devraient à l'avenir financer leur défense. On voit bien qu'en France, le mur de la dette commence à devenir très haut et qu'il y a quand même des craintes liées au relèvement des taux. Est-ce que tu penses globalement que l'Union européenne, dont on dit on n'aura pas le temps de parler de tout, mais on redit que Ursula von der Leyen, désormais officiellement candidate à sa propre succession, est-ce que ça signifie que les années qui viennent, et peut-être les mois et même les semaines qui viennent, vont être des semaines de confrontation à notre propre endettement et à la soutenabilité, comme on disait à une époque, de nos dépenses publiques? Oui, et alors je crois que nous allons assister à un transfert, c'est-à-dire que la question des dépenses sociales va être de plus en plus sur le devant de la scène. On va demander aux populations de se serrer la ceinture, tout en transférant une partie des dépenses vers les sujets de défense et de sécurité. Et donc moi je le dis depuis plusieurs semaines, je suis extrêmement inquiet sur l'évolution de l'Union européenne, parce que on peut imaginer une dérive de type autoritaire, ou parce qu'après ensuite si finalement les marchés centrés sur les États-Unis laissent les Européens avoir des dépenses en matière de défense et de sécurité, à condition qu'il n'y ait plus de dépenses en matière sociale, eh ben, ça veut dire qu'il y aura aussi ce qu'il faut pour la répression des populations qui protesteront contre la baisse de leur niveau de vie. Et donc on voit une dérive autoritaire qui
dans un climat de défaite probable, très probable de l'Ukraine et de conflits au Moyen-Orient qui ne tournent pas à l'avantage des Occidentaux, de montée en puissance de la Chine et des BRICS, on va avoir finalement deux parties du monde, une partie qui va revenir à la croissance et à la prospérité, et un Occident qui va se dépérir en fait avec simplement des régimes beaucoup plus autoritaires. Alors, si j'en profite pour faire un aparté, si on admet l'hypothèse que notre rôle n'est pas de chercher à faire de l'audience à tout prix, et même pas forcément de l'audience, mais plutôt à vous donner une information, même si elle ne vous fait pas plaisir, qui soit une information rigoureuse, je passais en revue tout à l'heure les vidéos qu'on a faites sur l'état des finances publiques en France depuis plusieurs mois, depuis la rentrée de septembre notamment, et je constate quand même qu'on a beaucoup averti le public français sur la situation des finances publiques françaises en 2024. Vous me voyez venir, je vais vous parler des mesures de Bruno Le Maire, mais je voudrais ajouter que je suis assez frappé puisque j'ai fait des vidéos alors, exigeantes, rigoureuses, qui demandent de l'écoute. Ce ne sont pas des slogans qu'on répète, des slogans faciles. Je n'y dis pas en permanence que tout ça c'est le 1% qui fraude et qui, si aujourd'hui on est dans la mouise, c'est à cause de quelques milliers de personnes qui nous mettent en difficulté. Il y a de la fraude fiscale en France, je suis d'accord, mais on a quand même fait avec Florent Machabert, que vous retrouverez encore ce soir sur la dette publique en France et les volumes de dette que nous levons. On a fait encore avec Machabert, mais j'en fais aussi régulièrement des vidéos sur où passe le pognon et qui détrousse les classes moyennes. Je vous recommande de les regarder parce que je m'aperçois en lisant les commentaires que énormément de Français ne soupçonnent pas le poids de la protection sociale en France qui leur profite. Alors, je sais que plein de gens me disent « Ah mais c'est pour financer les Arabes qui fraudent ». En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, je vous recommande de regarder ces vidéos qui apportent des chiffres qui sont difficilement contestables puisque ce sont les chiffres officiels validés par la Cour des comptes que nous rappelons notamment sur le poids de la redistribution. Ne commettons pas de faux sens faciles en expliquant qu'au fond il n'y a aucun problème en France de finances publiques, tout ça c'est parce qu'il y a, je le lis, des élus, j'en ai lu énormément, des élus qui recrutent des copains et puis quelques riches qui fraudent le fisc. La situation est beaucoup plus grave que vous ne le croyez et en réalité vous risquez d'être tous rattrapés par le problème dont nous sommes tous collectivement responsables. Alors on va le redire, hier Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards d'économies. Personnellement, je n'ai pas très bien compris comment il allait arriver à faire ce chiffre. Alors on nous dit qu'il va y avoir un décret d'annulation de crédit à hauteur de 750 millions pour des dépenses de fonctionnement d'administration et 750 millions de dépenses d'annulation de crédit pour le personnel, pour les salaires des fonctionnaires, que tout ça en bout de course fera 5 milliards. Je suis pris d'un doute. 750 plus 750, ça fait 5 milliards. Ça fait 5 milliards. On se dit comme voilà. Bruno Le Maire. Bon, voilà. Je trouve que la communication du gouvernement n'est pas claire. Et si vous lisez le courrier, ce que je vous souhaite, vous savez que je ne dis pas que du bien sur les compétences financières de Bruno Le Maire. Faites attention parce que dans les mois à venir, Bruno Le Maire a commencé à évoquer hier la question d'une loi de finances rectificative à l'été, c'est-à-dire d'une correction officielle du budget de 2024 qui serait soumis aux assemblées. Après les élections européennes. Probablement évidemment. Après les élections européennes et qui là commencerait à taper dans le dur. Donc faites attention parce que il est très probable que nous soyons confrontés à l'obligation de faire un certain nombre d'économies drastiques pour éviter une explosion en plein vol de nos finances publiques. Je rappelle que je m'en suis aperçu le 15 octobre, une vidéo pour dire en 2024, il faut faire très attention à la trésorerie de la sécurité sociale parce que c'est par la trésorerie de la sécurité sociale que pourraient arriver les problèmes de financement de l'État. Et je suivais la sécurité sociale et son financement parce que nous ne sommes vraiment pas à l'abri de très mauvaises surprises. On a fait une vidéo vendredi sur comment diminuer les dépenses publiques en France. Édouard, on le redit. Oui, alors je pense qu'effectivement, ce dont
beaucoup d'acteurs du débat public ne veulent pas partager la teneur avec les Français, c'est cet état des dépenses publiques, et ce sont les remèdes. Et les remèdes, ça ne passe pas par une sortie magique de la zone euro, ça ne passe pas. Ça n'exclut pas le Frexit. Ça n'exclut pas le. Et même, moi, je suis partisan du Frexit pour obliger les Français à reprendre en main leurs dépenses sociales. Et sans doute faudra-t-il autre chose que l'euro, etc. On est bien d'accord. Mais malgré tout, ça veut dire aussi qu'il va falloir drastiquement diminuer les dépenses inutiles de l'État, et qu'il va falloir aussi faire beaucoup plus confiance à l'initiative privée, aux entrepreneurs. C'est ce dont nous avons parlé lorsque nous avons parlé de notre révolution, qu'on qualifiera comme on veut, mais qui est une révolution d'abord pour permettre à la France de reprendre son destin en main. C'est ça. Et donc aux Français en fait, et à tout le monde qui le veut là où il est. Je crois qu'effectivement les mois qui viennent vont être durs. Je suis de ce point de vue-là assez effaré par le faible niveau de la campagne des élections européennes. On parle de tout sauf de l'essentiel. Alors, d'ailleurs, on ne parle de rien, mais on rappelle quand même que le parti majoritaire à ce stade en France, qui est le parti macroniste, Renaissance, n'a toujours pas de liste constituée, pas plus que les Républicains d'ailleurs. Mais on va, habile transition de la part d'Édouard, parler de la liste Rassemblement National, puisque le Rassemblement National fait sensation en annonçant le ralliement d'un énarque du ministère de l'Intérieur, Fabrice Leggeri, qui a été directeur général de Frontex, l'agence de l'Union européenne chargée de la maîtrise des frontières. Et donc je sais que beaucoup de Français sont interloqués en découvrant qu'il y avait une agence chargée du contrôle des frontières, et son ancien directeur général, qui a démissionné fin avril 2022, rejoint le Rassemblement National pour les élections européennes. Il serait numéro 3 sur la liste. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette nomination que nous allons quand même un peu disséquer aujourd'hui ? Alors, facialement, c'est une belle prise de guerre, comme on dit, pour le Rassemblement National. C'est un mauvais coup fait à LR. Et d'ailleurs, on sait que Leggeri avait été en discussion avec LR, mais ça n'a pas abouti. Et c'est un mauvais coup aussi à Reconquête, qui avait voulu s'arroger un monopole de la discussion sur l'immigration. Et de ce point de vue-là, à première vue, Marine Le Pen, qui joue assez bien tactiquement en ce moment, elle a réussi un beau coup, puisque ça fait partie de la quête de respectabilité du Rassemblement National, qui veut montrer qu'il est capable de gouverner en 2027. C'est ça l'objectif. On va dire, c'est un premier gros poisson qui s'affiche publiquement, parce qu'il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui dialoguent avec le Rassemblement National. On parle des nouveaux Horaces. Les Horaces, c'était ce club de réflexion qui a accompagné Marine Le Pen en 2017, en 2022, et même si les noms ne sont pas donnés, il y a des gens de grandes compétences là-dedans. Mais là, ça serait la première fois qu'un haut fonctionnaire français s'afficherait sur une liste, et alors avec une bonne chance d'être élu, puisqu'il va être troisième sur la liste, d'après les informations des médias. Donc il est à peu près sûr. On peut être un peu taquin, puisque sinon on ne serait pas là. Donc la rumeur dit que il a finalement opté pour être candidat au Rassemblement National plutôt que chez LR, parce que chez LR, il y a des inquiétudes sur la capacité de la liste à atteindre 5% et donc à avoir des élus, et que, a priori, M. Leggeri, ce qu'on peut comprendre, il souhaite être élu. Je pense que c'est très sain en politique de vouloir gagner. Moi, j'ai jamais cru vraiment aux partis qui disaient « non mais de toute façon, nous sommes là pour témoigner ». Non, en politique, il faut pouvoir agir. Bon, mais alors, on a un petit problème qui se pose, c'est que, selon la rumeur, là aussi, M. Leggeri, alors tout ça est encore très ténébreux, puis il y a une habitude de l'État à maintenir l'opacité sur ces situations. Autant, généralement, on trouve indispensable de tout savoir sur la vie d'un dirigeant d'une entreprise privée, sur sa rémunération, sur ses magouilles, etc. Et là, en l'espèce, M. Leggeri, selon la rumeur, était fonctionnaire du ministère de l'Intérieur
en attente d'affectation depuis pratiquement 2 ans maintenant. Depuis sa démission. Donc si l'on en croit cette information, ça signifie qu'il est payé à rester chez lui depuis 2 ans aux frais du contribuable. Oui, alors ça signifierait. C'est un système que tu connais mieux que moi. La phrase perfide. Je redis, je n'ai pas touché un euro de l'administration depuis 2007. Mais en revanche, j'ai été gestionnaire de sais comment ça ce genre fonctionne. de dossier. Voilà. Je n'en ai moi-même pas profité. Mais il y a en effet des sujets sur les fonctionnaires en attente d'affectation qui perçoivent leur salaire en attendant d'être affectés, et donc qui pendant ce temps-là restent chez eux. Alors il se trouve que j'en connais un certain nombre personnellement, c'est d'ailleurs assez impressionnant, puisqu'au fond on se dit ils ont plutôt la belle vie, et puis ils sont généralement payés plusieurs milliers d'euros net pour rester chez eux. Ce qu'on ne sait pas, c'est si M. Leggeri entre ou non dans cette catégorie. Alors moi je ne veux surtout pas affirmer qu'il fait partie de cette catégorie, je pense simplement que c'est l'occasion pour le Rassemblement national de montrer sa capacité à réformer l'État, puisque si le Rassemblement national arrive au pouvoir, eh bien, il sera quand même supposé gérer les affaires de l'État et mettre les mains dans le cambouis sur ce genre de dossier où des fonctionnaires, supposons que Marine Le Pen arrive au pouvoir demain, eh bien, elle trouvera dans les dossiers, dans les bureaux, dans les couloirs des ministères, des dossiers de fonctionnaires qui sont payés à rester chez eux depuis plusieurs mois, plusieurs années, et qui sont souvent bien payés pour le faire. Toi-même, tu en connais, Édouard. Oui, tu en oui. Alors, si je peux ajouter un autre point concernant cette prise de guerre, moi, ce qui me frappe, c'est le décalage entre ces manœuvres-là, le Rassemblement national qui pense pouvoir faire changer la majorité au Parlement de Bruxelles, donc influer sur la politique européenne, même raisonnement chez Reconquête, et au même moment, nous apprenons que Ursula von der Leyen, on y faisait une allusion, est confirmée pour se représenter à la présidence de la Commission européenne. En tout cas, elle sera soutenue par son parti, les chrétiens démocrates allemands, et dans ce qu'elle a négocié, dans l'amorce d'un programme, elle veut avoir la main sur la politique d'immigration. Donc en fait, on a un paradoxe, c'est que nous sommes en train d'être privés de notre souveraineté, c'est vrai vis-à-vis de l'OTAN, c'est vrai vis-à-vis de l'Union européenne, et les partis sont à se contenter d'éléments cosmétiques. De miettes. Voilà. Mais la question, c'est d'empêcher que Madame von der Leyen soit réélue ou renommée présidente de la Commission européenne. La question, c'est d'empêcher la fédéralisation de l'Europe. Et là, on n'entend pas beaucoup les partis d'opposition en France. Donc c'est l'occasion de redire que personne ne parle des projets de fédération européenne qui cheminent sous les radars, si j'ose dire. On le redit, le 19 avril se tient un premier sommet de l'Union européenne sur les changements de règles dans la gouvernance de l'Union, et à cette occasion, il devrait y avoir des discussions importantes sur la façon dont les décisions sont prises dans l'Union, c'est-à-dire sur la façon dont les États-nations, les États membres auront de moins en moins de poids dans les décisions européennes. Et dans ce sommet du 19 avril, conduit par la présidence belge, ne devrait pas être évoquée la question du passage au vote à la majorité qualifiée dans le Conseil européen. On refera une vidéo pour redire ce que ça implique, mais dans la pratique, il s'agit de passer à l'équivalent d'une fédération européenne, puisque a priori, il n'y aurait plus un commissaire par État membre, et donc certains États membres ne seraient plus représentés au sein de la Commission et devraient obéir à des décisions prises à la majorité au sein du Conseil. Je sais que c'est très ténébreux pour beaucoup de Français, les méthodes de choix, le système législatif européen. Nous y reviendrons. Tu veux dire quelque chose ? Oui, je voulais dire que Mme von der Leyen a déjà annoncé qu'il y aurait un commissaire à la défense, si elle est à nouveau présidente, et que d'ailleurs, ça serait un pays d'Europe centrale qu'il aurait. C'est-à-dire, on voit comment le vote populaire, le vote au Parlement européen est respecté par celles qui aspirent à se succéder à elles-mêmes. En réalité, on refera un numéro sur ces questions. Les décisions qui s'appliqueront à partir du 1er octobre 2024 sont déjà prises et personne ne parle de ce scandale. La France disparaîtra en tant qu'État-nation à partir de 2025, très vraisemblablement. On n'a pas eu le temps de parler de Gaza.
Alors Gaza, Il nous reste 25 secondes. 25 secondes, donc je dis très peu de choses. On fera un numéro. On fait un numéro spécial. On redit juste que Gaza, c'est très important. On pense beaucoup aux enfants de Gaza qui meurent sous les bombes. Il y a de toute façon une interview de Thierry Messant cette semaine. Et puis, on continuera nos longs développements sur Gaza. À bientôt.